Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Continuez à réagir. Le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages en direct dans cette émission. Dégel politique en Guinée. Mais pourquoi, combien de temps? Bakar pose cette question. Enfin, le chemin dégagé en vue de l'entrée en fonction des autorités communales que les populations sont choisies en début d'année à la faveur d'élections locales dont les résultats avaient été contestés par endroits par l'opposition. Toutefois, le nouveau compromis politique qui devrait rendre possible l'installation des exécutifs communaux à travers donc le pays semble n'est pas rencontrer l'adhésion des bases politiques partout. Toute chose qui occasionne parfois des prises de position au relent communautariste. Et qu'est-ce qui justifie donc le choix de la solution politique ayant permis d'en arriver là? Nous posons cette question ce matin chez les grandes gueules. Qu'émettre à l'actif du gouvernement Kassori Fofana après 100 jours? Quel regard d'ensemble sur l'actualité sociopolitique de notre pays? Notre invité exceptionnel ce matin, mesdames et messieurs, n'est autre que le ministre conseiller personnel du président Condé. Il est ministre d'État également, c'est bien sûr monsieur Tibou Camara. Il sera avec nous dans moins de 10 minutes sur Radio Espace Guinée. Beaucoup de réactions évidemment sur notre plateforme. On va essayer de partir avec quelques réactions des auditeurs. Bonjour les GG, Citanium qui nous écrit: la punition en Afrique a toutes ses formes, voilà, mais celle que nous connaissons tous ou moins, elle a chicote, c'est faire tabasser comme un animal. Je condamne évidemment. Donc c'est Citanium qui nous envoie ce message. Nous restons toujours dans le sillage avec la réaction de ses auditeurs. Lui il nous écrit du côté du Sénégal, c'est Binaniba, les 100 jours du PM Kassori. Vous-même, qu'est-ce qu'il veut dire? Vous savez qu'il a posé, vous savez qu'il a posé des actes positifs malgré des remous sociaux commandités pour l'empêcher. Tout laisse entrevoir que les 100 jours de PM ont été d'autant plus remplis qu'ils auront permis de comprendre l'engouement de cet homme à améliorer les conditions de vie des citoyens guinéens. Binaniba, évidemment, qui nous envoie ce message. Nous restons dans le siège avec Citanium. Je reviens sur ce message qui dit: se faire tabasser comme un animal par ses parents avec une chicotte et souvent à l'école ou même par le voisin ou la voisine. Donc cette pratique est révolue. Citanium qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec la Junior Condé de retour évidemment. Bonjour les grandes gueules. En tout cas, nous avons été élevés au 40 bigné, je comprends pas ce qu'il veut dire. Et au pied, franchement, je comprends pas. Franchement, voilà, nos enfants avec les PlayStation footaises. Franchement, je sais pas trop ce qui se passe. Au mot, je ne suis pas d'accord avec vous. Toute forme de violence vis-à-vis de nos enfants est à bannir. C'est Moïse Koulibaly qui réagit ce matin. Donc, il fait appel évidemment à Moussa Moïse Silla. Je suis pas d'accord avec toi, Moussa. Il faut bien éduquer nos enfants sans avoir recours à la violence. Il va dire que tu es européen, c'est sûr et certain, j'en suis sûr. Nous restons dans le sillage avec d'autres réactions des auditeurs sur Twitter, entre autres avec Noumou qui réagit, évidemment le temps que notre invité s'installe dans ce studio. Noumou qui réagit, qu'est-ce qu'il dit exactement Noumou sur Twitter? Cet oncle est un criminel, il doit répondre de ses actes, donc sur le hashtag #EspaceGG. Nous restons avec Ahmed Tidjanba qui réagit: loin d'actionner l'attitude honteuse du monsieur, mais la chicotte est africaine et il faut l'appliquer, avec modération. Il y a des enfants, quelle que soit la méthode, ils ne peuvent se ressaisir que quand ils sont chicotés. Donc c'est Noumou qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec des auditeurs, évidemment beaucoup de réactions ce matin. Je suis parfaitement d'accord avec Tamba, il faut corriger les enfants tout en évitant d'aller à l'extrême, juste quelques coups de fouet. On n'est pas de toubab, calmez-vous les gars. Si j'avais pas été chicoté, j'aurais été un délinquant. Voilà. C'est mea culpa ce matin. Lui, c'est Al-Gassim Balde, qui réagit. En matière d'éducation, c'est l'Afrique qui a quelque chose à apprendre à l'Occident et non le contraire. Lui, c'est Hassan Diallo qui réagit ce matin sur Twitter. Voilà. On va rester avec notre invité qui s'est déjà installé dans ce studio Titi. Évidemment, monsieur Tibou Camara, très heureux de vous retrouver, monsieur le ministre. Bonjour.
bonheur qui est partagé. Et je remarque avec beaucoup de bonheur aussi. Merci. Que vous revenez des vacances BCBG. Bien, merci donc de répondre à notre question, à notre invitation. Vous êtes d'ailleurs le premier invité au compte de la nouvelle saison. D'entrée, un mot rapidement, monsieur le ministre d'État. Vous êtes conseiller personnel du chef de l'État qui séjourne en Chine avec une forte délégation gouvernementale. On sait que la Guinée et la Chine ont signé il y a peu un accord cadre autour de 20 milliards de dollars américains. Mais selon les observateurs, c'était un accord cadre qui avait quelques difficultés. Ce qui justifiait ce déplacement du chef de l'État. On a vu le président Xi Jinping venir jusqu'au port de la Guinée et n'est pas faire le déplacement de Conakry. Expliquez-nous dans quel contexte ce déplacement du chef de l'État a eu lieu et qu'est-ce qu'on peut en retenir. D'abord, c'est beaucoup de questions en une. Je pense que le déplacement du chef d'État en Chine n'est pas en rapport direct avec l'accord stratégique que nous avons conclu avec ce pays. C'est dans le cadre d'un forum Chine-Afrique qui est devenu maintenant une tradition. Donc ce n'est pas, comme on l'a entendu, un déplacement pour aller s'excuser ou relancer des projets qui seraient en panne. Ça s'inscrit dans une dynamique de coopération sud-sud dont la Chine semble avoir pris le leadership, comme on le constate. En ce qui concerne l'accord conclu, vous savez, entre les intentions de financement et les financements, il y a toujours un processus qu'il faut mener. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a cette enveloppe qui est disponible pour la Guinée, mais il appartient à la Guinée de monter des projets bancables, finançables par la Chine. Ce n'est pas de l'argent automatique qui tombe dans les caisses publiques, c'est de l'argent destiné à financer des projets d'intérêt économique et d'intérêt stratégique pour la Chine, parce qu'il s'agit d'une coopération gagnant-gagnant. N'avons-nous pas donc vite fait donc de lancer en toute pompe donc le démarrage des travaux de la voirie urbaine qui font partie un peu du portefeuille de ces accords chinois? Non, les voiries urbaines, il y a eu la pose de la première pierre pour une enveloppe de 200 millions d'euros ou de dollars, mais depuis cette cérémonie de pose de la première pierre ici dans la commune de Matoto, rien du tout sur le terrain. Il y a eu aussi la pose de la première pierre pour 4-5 km de route entre Koya et Kindia pour l'autoroute Koya-Dabola. Et pour le moment, rien à ce niveau aussi. Est-ce qu'on peut pas dire, on peut se dire aujourd'hui que cet accord cadre est en souffrance et a des difficultés, monsieur le ministre? Est-ce que vous parlez de projets bancables, finançables? Est-ce que la Guinée a ses compétences aujourd'hui, ne souffre pas de compétences à pouvoir monter des projets bancables pour aller chercher ces financements? Je ne dirais pas que la Guinée souffre de cela, mais il est évident, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, que parfois nous rencontrons des difficultés lorsqu'il s'agit de financement extérieur, que ce soit de la part de la Chine ou de nos partenaires traditionnels que sont l'Union européenne, la Banque mondiale ou le FMI. D'ailleurs, on parle parfois des difficultés d'absorption, c'est-à-dire qu'on met à disposition de l'argent pour le pays, mais le pays n'a pas suffisamment de compétences techniques ou ne présente pas de compétences financières suffisantes pour bénéficier de cette aide. C'est vrai que c'est un déficit qu'il faut corriger et je pense que l'actuel Premier ministre s'y emploie. C'est d'ailleurs une des raisons fondamentales de sa nomination parce que on estime qu'il est capable justement d'apporter ce déficit, de surmonter ce déficit qui nous a handicapés dans la mise en œuvre rapide des projets. Vous avez parfaitement raison. Les projets souffrent parfois de notre difficulté à absorber les financements dont bénéficie le pays. J'ai envie de dire ça parce que c'est important. Faire de l'ancien du neuf. Kassori, je vais pas dire qu'il a montré ses limites, mais c'est tout comme. Qu'est-ce qui nous prouve aujourd'hui que demain, tout ce que vous nous dites là, tout ce que vous nous dites aujourd'hui que demain on va y arriver parce que à poser des premières pierres et puis après à ne pas aller à la concrétisation, pour moi c'est du tape à l'œil, monsieur le ministre. Non, ce n'est pas du tape à l'œil. D'abord. Vous dites qu'on ne peut pas faire de l'ancien avec nouveau. J'entends ça souvent dans ce pays. Voilà, du nouveau avec de l'ancien. Je ne sais même pas dans quel ordre il faut le dire, tellement que cela a été souvent entendu ici. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que quand même la Guinée a une histoire que nous connaissons tous. Nous avons essayé ici que du neuf. On a vu ce que ça nous a donné. On a essayé que de l'ancien. On a vu ce que ça nous a donné. Mais ce que je voudrais vous dire, ce qui est extrêmement important pour notre pays, il faut allier
l'expérience au talent. Oui. Il faut allier la jeunesse au dynamisme de nos aînés. Parce que finalement, il n'y a pas de transition brutale. On voit aujourd'hui le président Macron qui a une quarantaine d'années et qui a un ministre de l'Intérieur quand même qui a à peu près 70 ans. Et il s'agit de la France où on fabrique des élites presque au quotidien. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir le complexe de l'âge et de la génération. Ce qui est important, c'est de délivrer des résultats probants pour le pays. Et je suis heureux de dire aujourd'hui que Kassory quand même a accumulé une expérience suffisante qui a suscité un grand espoir lorsqu'il a été nommé à ce poste important dans un contexte critique de l'histoire sociale et politique et surtout des crises économiques dans notre pays. On parle de 100 jours comme s'il s'agissait de 100 ans, comme s'il s'agissait de 100 mois. Et dans beaucoup de pays se pose toujours la question lorsqu'il y a un changement, il se pose toujours la question lorsqu'il y a un changement de l'attente qui n'a pas été satisfaite ou de l'impatience à avoir des résultats. Vous savez, moi je voudrais vous poser une question à mon tour. Mais non, monsieur le ministre, une fois n'est pas coutume. Lorsque on est face à une difficulté, lorsqu'un changement intervient, en fait c'est une question affirmative. Je voulais juste faire une boutade. Si vous l'aurez compris. Je voulais juste vous dire, si vous permettez de terminer, ça va peut-être ouvrir un débat nouveau. Ce que je voudrais simplement dire, lorsqu'on est face à une difficulté, quand un changement arrive, il faut se poser cette question qui n'est pas nouvelle. Qui faut-il accuser? L'héritage ou l'héritier? Monsieur le ministre, c'est trop facile. Monsieur le ministre, on sait très bien dans quel contexte le Premier ministre a été nommé. C'est juste un changement de statut. Sinon, on connaissait la puissance et la place. Non, mais permettez-moi d'aller au bout de ma question. La puissance et la place que l'homme a dans ce gouvernement depuis bientôt quelques années. Ce n'est pas la primature qui l'a rendu telle. Certes, il a changé de fonction, mais la question que je veux poser, c'est qu'aujourd'hui, nous parlons de 100 jours, mais 100 jours a quand même son importance. Pas de 100 ans, mais 100 jours a son importance dans une gestion. 100 jours après le discours du Premier ministre, discours dans lequel il a annoncé un certain nombre de mesures, notamment la lutte contre la corruption, etc., l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Il a aussi promis la création d'emplois. Les prémices, aujourd'hui, après 100 jours, quelles sont les prémices? La lutte contre la corruption, certes, on a eu quelques petits brioches qui sont tombés, notamment à l'OGC et à l'OGP. D'autres dossiers à scandale de plus grande ampleur sont en ce moment en train d'être déroulés. Vous qui êtes dans le cœur du gouvernement, qu'est-ce qui est dit là-bas autour de ces dossiers, notamment de la Banque centrale et du port autonome de Conakry? Ça, c'est la première question. Deuxième question, dans le voyage en Chine du président, on sait que la Chine finance beaucoup dans l'industrie en Afrique, la preuve en Afrique du Sud, etc. Vous êtes ministre de l'Industrie aujourd'hui. Quelle est votre part de gâteau dedans? D'abord, je ne considère pas que la Guinée était un gâteau. Je dirais tout simplement. Je veux dire, dans les 20 milliards, dans tout l'argent que la Chine est en train de financer, quelle est la part de l'industrie guinéenne dedans? On parle des routes et tout, mais l'industrie. Je pense qu'on a posé beaucoup de questions encore. Allez-y, monsieur le ministre. J'essaierai d'être le plus bref possible pour permettre que vous posiez le maximum de questions. Je voudrais simplement dire que, d'abord, vous l'avez rappelé, le contexte dans lequel l'actuel Premier ministre a été nommé. C'est un contexte presque de crise de confiance entre gouvernants et gouvernés, d'une accumulation de difficultés pour le pays. Il ne faut jamais oublier le contexte avant de porter un jugement sur l'action qui est menée. Vous savez, qu'est-ce qu'on reprochait au gouvernement qui a été dirigé par Mamadi Hula? On dit que ce gouvernement péchait un peu par la torpeur. Maintenant, on reproche à ce gouvernement d'aller un peu trop vite et de faire un peu de l'activisme presque. On disait du gouvernement de Mamadi Hula qui manquait d'autorité, de décision et de leadership. On reproche à Kassory de se comporter comme un dictateur ou un roi. Vous savez quelle est ma conviction? Non. Nous sommes dans un pays difficile, avec quelques-uns d'entre nous qui sont compliqués et impossibles à satisfaire. Et cela n'est pas propre, malheureusement, à notre pays. C'est une exigence de l'époque démocratique qu'il y ait de plus en plus d'impatience et d'interpellation des dirigeants publics face à des demandes nombreuses et difficiles à satisfaire. Regardez l'état de grâce dont a bénéficié Macron lorsqu'il a été élu. C'était presque un plébiscite populaire. Mais à peine quelques temps après, aujourd'hui, il plonge. Et s'il continue, comme on le disait à l'époque, à descendre comme ça dans les sondages, peut-être qu'il va trouver du pétrole pour la France. Donc, ce qui est évident,
c'est qu'aujourd'hui, gouverner est devenu difficile. Oui. Et les gens n'ont pas la patience d'attendre les prémices dont vous parlez pour porter un jugement de valeur. Qu'est-ce que moi je reconnais au Premier ministre Kassouri? C'est d'avoir fait preuve de courage dans l'action. C'est vrai, vous avez parlé de l'absence de retour de l'État, mais je parlerai de retour de l'autorité. Pour une fois, le gouvernement a décidé et ça n'est tenu à cela. Malgré les difficultés que nous avons rencontrées, malgré les incompréhensions qui ont suivi, nous sommes restés droits dans les bottes et cela a contribué à réhabiliter l'État dans son autorité, pas peut-être dans sa suprématie. Bien. Alors, moi j'ai envie de vous... Monsieur le ministre dit que l'autorité de l'État est revenue et que le gouvernement a décidé que ça n'est tenu, c'est resté. Est-ce que vous ne pensez pas que ça... C'est vrai que vous dites que les gens sont difficiles à satisfaire, mais moi je pense qu'il faut adopter le juste milieu. Quand on commence à prendre une décision comme ça, qu'on s'en tienne à cela, on prendra une deuxième décision, une troisième décision, on tendra vers la dictature. Par exemple, quand je prends le cas des manifestations politiques, pas forcément politiques, les manifestations sociales qui ont été interdites de façon successive, est-ce que vous voyez cela comme un retour de l'autorité de l'État ou bien un cheminement vers la dictature? Madame, nous devons savoir ce que nous voulons. Encore une fois de plus, à force de reporter les décisions et d'hésiter devant les choix difficiles à faire, voilà où nous en sommes arrivés dans notre pays. Il y a un paradoxe. Aucun gouvernement, en toute conscience, ne peut prendre une décision qui le met en difficulté. Aucun gouvernement ne peut aller à l'encontre de la volonté populaire parce que nous n'avons pas vocation à être impopulaires. Oui. Mais dans ce pays, pendant longtemps et trop longtemps, nous avons reporté les décisions difficiles et nous avons hésité devant les choix compliqués parce que nous ne voulons pas déplaire et nous ne voulons pas être impopulaires. Finalement, le pays s'est retrouvé dans une situation de statu quo et de blocage total. Les grandes Maintenant, gueules. qu'est-ce qu'il faut? L'irresponsabilité ou l'impopularité? Ce que nous souhaitons, c'est d'être responsables tout en suscitant le maximum d'adhésion. Moi, je suis d'accord qu'il faut consulter. Vous savez, on me reproche parfois la faiblesse de consulter et de dialogue. Donc, personne ne va me faire une leçon de démocratie. Parce que ce qu'on me reproche, c'est de rechercher le compromis. Mais je dis que lorsqu'il y a des choix difficiles, lorsqu'on a l'arbitrage entre ce qui est utile pour le pays et nous expose à la vindicte populaire, il faut prendre une option d'histoire. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un comme Mitterrand est adulé. Mais est-ce que vous savez que Mitterrand était l'un des hommes les plus détestés de France? C'est pourquoi il faut travailler dans une perspective d'histoire. Nous avons le choix de prendre des décisions sans aucune portée dans le temps, immédiate, démagogique, populaire et susciter une sympathie dans l'opinion. C'est que beaucoup d'entre nous ont fait, on a vu la limite dans le temps. Ou alors avoir le courage, comme le Premier ministre le fait, de prendre des décisions difficiles, de susciter des cris et se réserver une place d'honneur dans l'histoire. L'augmentation du prix du carburant, alors, je vous vois venir un petit peu. justement, Vous dites qu'on vous reproche de faire des compromis. Tout le monde salue, évidemment, ce côté, le Tibou Camara, considéré comme un messie, mais quitte à tordre, si vous voulez, le coup à la loi. Il faut le dire, Tibou Camara a lâché une expression qu'il faille rappeler. Il dit que les Guinéens sont devenus un peuple difficile par rapport à la gouvernance. Alors un bon matin, on se réveille, on nous dit le prix du carburant est à 10 000. On se réveille un autre jour, on nous dit notre port autonome a été offert à Al-Bayrak. Alors, que nous reprochez-vous dans cette difficulté que vous reprochez aux Guinéens? Est-ce de demander à être consultés? Je ne reproche pas aux Guinéens d'être difficiles. Ouais. Je dis que gouverner est devenu de plus en plus difficile. Et partout. Ouais. Il ne faut pas m'accuser de ce que je n'ai pas dit. Mais la démocratie exige le principe de la redevabilité. Ça veut dire, lorsqu'on est gestionnaire, l'obligation de rendre des comptes publics. Ouais. On ne peut pas être investi d'un pouvoir, quel qu'il soit, et ne pas accepter d'être interpellé. Nous devons même faire l'effort, sans être interpellé, d'expliquer. Oui. Vous savez c'est quoi le principe de la gouvernance démocratique? Consulter avant de décider. Et lorsqu'on décide, l'expliquer. Cette pédagogie fait défaut et suscite parfois des incompréhensions là où il n'y en a pas. Cet effort, le gouvernement doit le faire. Un effort de pédagogie, d'explication pour susciter l'adhésion. Parce que quel que soit le bien fondé de nos choix et la pertinence de nos décisions, si ce n'est pas compris et accepté, c'est de la peine perdue. Bien. Tibou Camara, notre invité ce matin chez les juges. Allez-y, Moussa Moïse. Monsieur le ministre, lorsque Kassouri a été nommé, vous avez vu tout ce que ça a suscité. Parce que je reconnais quand même que c'est un Premier ministre qui a de la poigne.
qui prend des risques, qui peut avancer. Alors, mais en même temps, les grandes gueules. Dès les premières heures de sa nomination, il est allé au contact. Il est tout de suite allé en guerre, en appliquant à l'offensive, en appliquant certaines décisions. Et on a comme l'impression qu'il avait hérité de tout cela. Parce que sur le cas du carburant, tout de suite l'application, mais on veut savoir quel était le tableau avant qu'il ne soit nommé. De quoi est-ce que vous avez réellement hérité? Ensuite, la deuxième question que j'aimerais poser, c'est en voulant lutter contre la corruption de la sorte, c'est seulement 2 questions, t'inquiète pas. En voulant lutter contre la corruption, en voulant traquer les criminels économiques, le peuple attend aussi, vous ne pensez pas, du gouvernement que tout soit assaini dans ses rangs, et que ce ne sont pas les petits, comment on le dit, les menus-frétins qui soient arrêtés, mais plutôt qu'il y ait un travail de fond, non seulement sur la réduction du train de vie de gouvernement, mais aussi dans l'arrestation ou l'interpellation de ceux-là qui prennent les gros morceaux, comme on le dit. Je vais commencer par la dernière question. Je le disais à un ami qui est très proche de moi. En réalité, le problème de la Guinée, c'est moins les voleurs dont vous parlez souvent, que les receleurs plus nombreux encore dans le pays. Parce que, c'est vrai, on accuse les fonctionnaires de voler. Mais combien de receleurs il y a dans ce pays? Le peuple a une demande légitime de lutter contre la corruption. Oui. Mais lorsqu'on lutte contre la corruption, qui empêche d'aller loin? Qui empêche que le vol ne soit puni dans ce pays? Dès que vous touchez à quelqu'un, ou c'est sa communauté qui se lève, ou sont ses amis, ou même ses soutiens dans les médias qui le défendent. Donc, le gouvernement est dans sa mission de lutter contre la corruption, d'assainir la vie publique. Mais il rencontre beaucoup de difficultés parce que justement, il y a un obstacle social à cela. Même lorsque le président de la République limoge quelqu'un pour une faute lourde, c'est la communauté qui demande pardon. Lorsque la justice se saisit d'un dossier, on crie à l'injustice. Mais finalement, il faut bien commencer quelque part et par quelqu'un, et poursuivre cette dynamique. Je vous dis, les Guinéens, dans leur majorité, veulent une chose et de son contraire. Lorsque vous dites de lutter contre la corruption, cela suppose qu'on lutte sans discernement, sans distinction, et qu'on essaie de ne pas discriminer les uns, protéger les autres. Mais dans ce pays, il semble que l'action publique doit être orientée contre certains, et il y en a qui veulent un statut d'intouchable, d'invulnérable dans la République. Cela n'est pas compatible ni avec l'exigence démocratique, ni avec le principe d'équité, d'égalité, qui est une valeur essentielle de la République. Ouais. Donc, soutenons le gouvernement dans sa lutte contre la corruption, arrêtons de protéger les voleurs, ne soyons pas tous des receleurs. Oui, mais quelles sont les perspectives des deniers publics? Quelles sont les perspectives par rapport justement à ce combat annoncé avec force par le Premier ministre de vouloir de traquer tous les délinquants? Les perspectives sont bonnes. Qu'est-ce qui garantit aujourd'hui? Je vais vous dire ce que vous ne savez pas. Quelle garantie au peuple que ce combat va continuer, que personne n'échappera à la rigueur de la loi en la matière? Non seulement personne n'échappera à la rigueur, mais je crois que nous en avons donné l'exemple. Le directeur général de l'OCG est quelqu'un quand même, l'OGC, est quelqu'un quand même qui est proche du régime et qui est un militant et un responsable du parti au pouvoir. Lorsqu'il a été établi qu'il a commis une faute dans la gestion, le président n'a pas tremblé, sa main n'a pas tremblé, il a été remercié. Paul Moussa Diawara était dans la galaxie présidentielle et c'était un des soutiens politiques au chef de l'État. Mais lorsqu'il s'est agi de le sanctionner, la main du chef de l'État n'a pas tremblé et le Premier ministre a été jusqu'au bout de la décision. Mais ce que vous ne savez pas, à la suite de ces 2 régies, le chef de l'État a ordonné au Premier ministre et au gouvernement de procéder à des vérifications dans toutes les régies de recettes de l'État et d'en dresser rapport pour qu'il n'y ait pas un traitement discriminatoire des gestionnaires et qu'il n'y ait pas du 2 poids, 2 mesures. Alors, si on comprend, attendons le résultat de ces investigations, et vous serez agréablement surpris. Mais si on comprend, parce que si le bien fait beaucoup de bruit, le bruit ne fait pas beaucoup de bien. Ah oui, laissez-nous agir, le bilan parlera. D'accord, oui, mais non, on va parler. C'est pas parce que vous agissez que nous aussi, on va pas se donner le loisir de parler. Cela veut dire que c'est votre rôle de parler, c'est notre devoir d'agir. Oui, cela veut dire, monsieur le ministre, que vous êtes en train de dire que depuis 8 ans de gestion, il n'y a qu'à l'OGC et à l'OGP
qu'il y a eu... Non, Abakar souffre d'entendre ma question. Tu parleras de ta nouvelle action. Ça veut dire que depuis 8 ans de gestion, il n'y a qu'à l'OGC et à l'OGP qui a eu malversation financière. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, depuis un certain temps, le scandale à la Banque centrale depuis quelques jours occupe la place publique. Le scandale au port autonome aussi occupe la place publique. On n'a pas vu ni entendu la réaction. C'est un scandale, je crois que tout cela est un scandale. La réaction du gouvernement. Oui, mais qu'est-ce qui est décidé au jour d'aujourd'hui face à cette situation, face à ces deux situations? Monsieur Roby, moi je pense que mieux vaut tard que jamais. Il faut toujours commencer quelque part et par quelqu'un. Oui, vous ne répondez pas à ma question. J'en viens. Ouais. Je pense que je peux prendre une tournure pour répondre à la question. Ou bien il y a un mode de réponse aux questions. On peut aller aussi. Je peux me discipliner, il n'y a pas de problème. Mais on peut aller directement aussi. Mais je pense que pour ta question, tu as pris du temps et je t'ai écouté attentivement. Souffre dans le cadre du débat démocratique. Sauf que j'ai soif de réponse rapide. Et de ne pas exercer ta dictature d'opinion sur moi, que j'aille au bout de mon idée, de ma pensée. Voilà, la réponse dans un instant, mesdames et messieurs. Le temps d'une pause et puis on revient. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.